Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, notre père spirituel à tous, Christophe. Christophe qui revient d'un voyage en Israël. Effectivement, vous étiez à Tel Aviv, vous étiez à Jérusalem à l'invitation du Magen David Adom. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez vu? La première chose que j'ai vue, ce sont des grues. Et j'ai été surpris de trouver dans cette ville un dynamisme économique, un allant, une envie de construire, de se développer absolument extraordinaire. Absolument pas l'idée qu'on se fait d'un pays qui doute de son avenir. Donc nous avons là la preuve de la résilience d'Israël qui construit l'avenir, même si le présent, avouons-le, est très compliqué. J'ai vu aussi, vous le disiez, cette institution magnifique, le Magen David Adom, et notamment la Banque du Sang, qui est un établissement sublime, tout neuf, et qui est surtout un modèle d'organisation dont d'ailleurs nos pays pourraient s'inspirer, puisque derrière la collecte de sang et l'intervention la plus rapide possible pour sauver des vies, il y a une mobilisation des citoyens, notamment une application qui permet, dès qu'un accident se produit, de savoir qui est dans les parages apte à porter secours. Imaginez tous les titulaires du brevet national du secourisme en France qui auraient une application sur laquelle on pourrait les alerter, leur dire, il y a à 2 rues d'ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça serait formidable et c'était une des expériences les plus merveilleuses. Le record d'ailleurs des ambulances qui arrivent le plus vite au monde. Exactement. Ouais. Le seul souci, c'est qu'au train où vont les embouteillages dans cette ville qui se développe, ça arrive d'être encore difficile à battre. C'est un peu ça. On faudra y penser. Alors, vous avez par ailleurs expérimenté la situation, la guerre en cours avec les sirènes d'alerte notamment. Oui, tout à fait. Quand on est arrivé, il venait d'y avoir une alerte dans la nuit et pendant notre séjour, il y a eu en fin de journée comme ça une alerte. Et on a un sentiment étrange parce que d'un côté, le réflexe est immédiat, tout le monde se rend à l'abri le plus proche et cette ville regorge d'abris. Personne ne panique, personne n'a l'air d'avoir peur. Ça va très vite puisque le missile Houthi, en l'occurrence, a été abattu avant même d'entrer dans l'espace aérien israélien. Et en même temps, on sent que cette peur, cette menace permanente, ce risque permanent d'une alerte pèse sur le stress quand même de la population. Ceux qui étaient en ville et qui ont eu des difficultés à rejoindre un abri parce qu'ils ne savaient pas exactement où ils étaient, ont vu quand même une population à la fois irritée, agacée et quand même stressée, angoissée par cette récurrence des alertes. Une population stressée, mais une population, vous l'avez dit, qui a envie d'évoluer, qui a envie de travailler. Notamment, on l'a dit, Israël, c'est la fameuse Startup Nation. Hein. Oui, parce qu'on comprend le miracle économique de ce petit territoire avec une population de 10 millions d'habitants, même pas. Et en fait, la solution qu'a trouvée Israël, après les années de développement agricole au début de cet État, c'est le progrès, c'est l'innovation, c'est d'avoir un coup d'avance. Et quand nous sommes arrivés, une start-up qui fabrique des logiciels pour protéger les banques contre les agressions des pirates venait d'être vendue, je crois, 32 milliards de dollars. Ouais. Donc c'est un événement colossal et ça montre bien à quel point la valeur ne dépend pas de la quantité, de la force d'un PIB. La valeur est ailleurs. Là aussi, je pense que revenir aux fondamentaux et considérer que la recherche, l'innovation, c'est la base des sociétés démocratiques et des économies modernes, c'est une leçon à retirer d'Israël. Et sur le plan politique, vous avez fait des rencontres. Alors, je parle de plan politique parce que vous avez à la fois rencontré le président israélien et puis à la fois vous avez croisé des manifestants anti-Netanyahou. Oui, exactement. Et c'était un contraste intéressant parce que nous arrivons dans ce pays et dans un train qui reliait l'aéroport à Tel Aviv, je vois pas mal de gens très différents qui semblaient revenir un peu comme d'un match de foot, vous voyez, avec des drapeaux aux couleurs d'Israël, avec des écharpes, tout ça dans une joyeuse humeur. Et en fait, ils revenaient d'une manifestation pour la libération des otages, contre la rupture du cessez-le-feu, c'est-à-dire contre la tactique Netanyahou. Et 48 heures plus tard, nous nous rendons auprès du président Herzog, qui venait de sortir de sa neutralité pour donner tort à Netanyahou par rapport aux polémiques que l'on sait, le limogeage du patron du Shin Bet, mais aussi le bras de fer entre Netanyahou et la justice. Il y a donc en ce moment un dérèglement institutionnel majeur en Israël, il ne faut pas le sous-estimer, ça bloque. On le savait avant le 7 octobre avec les grandes manifestations contre la réforme de la Cour suprême, on le confirme aujourd'hui. Et derrière cette crise institutionnelle, il y a une crise politique. Où va ce pays en matière de politique? Le poids des extrêmes. Est-ce que Netanyahou prolonge la guerre pour se maintenir au pouvoir? Après Netanyahou, qu'est-ce qu'il y aura dans ce pays comme alliance? À droite, est-ce qu'il y aura une possibilité de renaissance? À gauche, vous voyez, cette crise institutionnelle adossée à une crise politique profonde, on a la même en France. On voit bien que l'exécutif est bloqué, que l'Assemblée nationale n'a pas de majorité, que droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, tout ça est dans un maelstrom à l'horizon 2027. On est dans une histoire démocratique parallèle. Évidemment, nous n'avons pas la guerre, sauf que peut-être nous avons aussi la menace islamiste et qu'il ne faut pas l'oublier. Israël attaché par ailleurs à son armée, à ses soldats. Vous avez justement rencontré le colonel Olivier Rafovitch, qu'on connaît bien. Oui, qu'on connaît bien, qu'on a la chance de connaître bien sur Radio J, que j'avais rencontré moi
en France avant le 7 octobre, dans un moment où pour Israël, la polémique intérieure était forte et le danger extérieur semblait faible, et c'était une illusion, c'était une erreur. Et Olivier Rafovitch a passionné l'auditoire en expliquant la réflexion qui était menée pour comprendre le désastre du 7 octobre, pourquoi Tsahal avait connu un tel revers, et pour expliquer aussi en quoi l'affaire des beepers avait été un changement dans cette guerre. Changement parce que d'un seul coup, Israël reprenait l'initiative, remportait une énorme victoire plus que symbolique, une victoire réelle, et d'un seul coup, comme il le disait avec ce game changer, l'Israël modifiait le cours de la guerre. Et l'affaiblissement, pour ne pas dire la chute du Hezbollah, la chute du régime en Syrie, le fait que dans la bande de Gaza, ça évolue. Tout cela, ce sont des victoire d'Israël. Alors évidemment, une victoire dans ces batailles ne fait pas une victoire dans la guerre, mais ça a changé. Et puis il a ajouté un argument formidable, c'est que face à des islamistes qui sont dans une forme de transcendance et qui pensent que derrière la bataille des hommes, il y a la bataille des dieux et que leur Dieu est plus fort que celui des autres, que leur Dieu doit s'imposer, une victoire presque magique, extraordinaire comme celle des beepers, ça a créé le doute chez l'ennemi. Et si leur Dieu n'était pas si fort que cela. Et ils pensent que cette victoire spirituelle, en tout cas irrationnelle, psychologique, elle a aussi son importance. Alors c'est intéressant parce que vous étiez en Israël au même moment que certains membres du RN qui ont été invités par un membre du gouvernement israélien. Jordan Bardella était en Israël au même moment que vous, Marion Maréchal Le Pen également. Alors on a vu qu'on était un peu partagés dans la communauté sur est-ce qu'il fallait les inviter, est-ce que c'était une erreur. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, de cette visite, et surtout qu'est-ce que vous avez pensé de ces images? On a vu Jordan Bardella notamment au Yad Vashem, au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Alors deux choses. D'abord, il y avait un malaise sur place parce que cette conférence contre l'antisémitisme, avec à la dernière minute plusieurs représentants des extrêmes droites nationalistes européennes, dont Bardella et Le Pen, tout ça, ça a troublé les esprits à tel point que le président Herzog n'a pas reçu officiellement tous les membres de cette conférence. Il ne s'est pas rendu à cette conférence, et je pense même que s'il a tenu à recevoir des parlementaires français qui nous accompagnaient, Roger Carucci notamment, Agnès Evren, Valérie Boyer, Didier Reichart, s'il a tenu à recevoir ces parlementaires français dans sa résidence, c'était justement pour bien montrer qu'il ne recevait pas Bardella et Marion Maréchal Le Pen, qu'il n'allait pas les rencontrer. Et là aussi, on voyait la tension dans la vie politique israélienne. Herzog d'un côté et les parlementaires, Netanyahou et son ministre de la diaspora de l'autre. Et puis on voyait à quel point pour la France c'était un événement politique important. Si Bardella et Marion Maréchal ont été reçus, c'est pas sans l'aval de Marine Le Pen. Donc c'est préparatoire à la visite de Marine Le Pen comme présidentiable, si son sort judiciaire le permet, et comme éventuel chef d'État français pour plus tard. Donc Israël là a permis au RN de compléter sa dédiabolisation. Alors justement, ça nous fait une transition parfaite avec notre prochain sujet, puisque c'est aujourd'hui le jugement attendu dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. On va savoir si Marine Le Pen pourra se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Quels scénarios sont possibles ou probables, Christophe? Alors, ce qui est improbable, c'est la relaxe. Le dossier est trop lourd et la culpabilité est évidente. Ensuite, il y aura des peines de prison avec sursis sans doute. Il y aura des amendes pour des individus, les prévenus, puis amende pour le parti. 4 millions d'amendes ont été requis, dont 2 avec sursis. Donc tout ça, c'est à peu près acquis. Évidemment, comme c'est du détournement de fonds publics, l'inéligibilité est automatique. Sauf si la juge dit « je ne donne pas d'inéligibilité pour telle raison ». Il faut qu'elle motive. Elle pourrait dire « oui, il y a un moment démocratique compliqué, il y a des élections importantes, je ne veux pas donner d'inéligibilité ». Mais ça serait quand même difficile, c'est quand même peu probable. Donc il y aura de l'inéligibilité. Elle risque d'être automatique et immédiate s'il y a exécution provisoire. Et tout le suspense, il est là. Est-ce que la juge demande l'exécution provisoire, qu'on appelle plutôt d'ailleurs l'exécution par provision, c'est-à-dire vous pouvez faire appel, vous pouvez continuer le processus judiciaire jusqu'à la cassation, la peine s'applique dès aujourd'hui. Ça veut dire que Marine Le Pen, mais aussi Louis Alliot, le maire de Perpignan, deviendrait inéligible aujourd'hui. Lui, ça veut dire exécution provisoire qui quitte la mairie ce soir. C'est fini, il n'est plus maire. Elle reste députée, il y a une différence entre les deux mandats, mais elle ne pourra pas se représenter comme députée, par exemple, cet automne s'il y a une dissolution. Et elle ne pourrait pas se présenter à la présidentielle si l'inéligibilité dépasse les 2 ans. On peut aussi lui donner une inéligibilité avec exécution provisoire pendant 1 an. Elle récupérera son droit d'être élue
après, quand approchera la présidentielle. Mais vous voyez, c'est une sacrée épée de Damoclès. Et on a entendu d'ailleurs le politologue Pascal Perrineau dire que ce serait une déflagration politique si Marine Le Pen est en tout cas rendue inéligible pour 2027. Si elle est éliminée de la course présidentielle, il nous reste 2 minutes, Christophe. Jordan Bardella, est-ce qu'il est un successeur à la hauteur? À la hauteur de quoi? À la hauteur en termes de popularité, oui, tout le monde le connaît, il vend des livres, il est très fort sur TikTok, très bien. À la hauteur pour mener une présidentielle, je ne le crois pas. On a eu un test en juillet dernier, au moment des législatives, les Français pouvaient choisir d'envoyer Bardella à Matignon. Donc de lui confier la gestion de nos affaires courantes, de notre épargne, des retraites, de notre quotidienne. Ils ont dit non. Le Front républicain a marché pas tant pour des raisons morales à mon avis, parce que le RN ça serait encore le diable, mais pour des raisons pratiques. On n'avait pas confiance dans un Bardella si jeune pour aller à Matignon, entouré d'une équipe de bras cassés et avec des candidats législatifs qui n'étaient pas à la hauteur. Et un programme pas réaliste. Il aura le même problème à la présidentielle. Marine Le Pen est plus forte que ça. Les Français ont confiance dans sa capacité. Elle a de l'expérience. Psychologique et politique à diriger le pays. Ils n'ont pas cette confiance-là pour Bardella. Par ailleurs, après avoir eu un président de la République très jeune, Macron pendant 10 ans, je suis pas sûr qu'un encore plus jeune, ça soit très facile. Donc si Bardella remplace Marine Le Pen, c'est une grande chance pour Bruno Retailleau. Parce qu'il dira aux électeurs, vous aurez avec moi les idées, le programme, vous n'aurez pas le côté le plus sulfureux et vous aurez l'expérience. Et alors que dire de Marion Maréchal, elle, dans quel rôle elle joue dans cette équation, Christophe? Elle est revenue au bercail du Rassemblement national tout en marquant sa différence sur des sujets identitaires. Elle veut récupérer l'héritage de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle tentera la chance tout de suite si Marine Le Pen est éliminée? Est-ce qu'elle attendra 2027 parce que c'est le dernier combat de Marine Le Pen? Je note que pour aller en Israël, elle n'a pas voyagé dans le même avion que Bardella. Ils ont fait 2 voyages plutôt parallèles que communs. Alors, je voulais vous faire réagir puisqu'on vient de l'apprendre sur BFM TV. Marine Le Pen, en tout cas, a l'air de pousser son poulain. Jordan Bardella, il a la capacité d'être président de la République. C'est ce qu'elle vient de dire. Donc c'est une première, Christophe. Oui, parce qu'elle l'a choisi. Il lui est resté toujours loyal, c'est pas le cas de Marion Maréchal Le Pen. Donc le choix de Marine Le Pen, ça sera de mettre Jordan Bardella en course. Mais est-ce que ça suffira? Certains disent qu'il pourrait être élu président et elle serait première ministre. Et donc elle serait la vraie patronne. C'est pas le genre d'aventure que les Français apprécient. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier pour ces explications. On vous retrouvera demain matin 7h45. Votre invité sera le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Radio J.